Bonsoir et bienvenue sur Philosophie du soir. Je suis Thomas, et ce soir, nous explorerons ensemble la philosophie de la solitude et de la connexion. Découvrez comment un moine tibétain nommé Tenzin révéla le paradoxe fascinant entre être seul et être ensemble, et comment la solitude authentique peut transformer nos relations humaines. Si cette histoire vous aide à trouver la paix intérieure et un sommeil serein, pensez à liker cette vidéo. Votre soutien m'encourage énormément et dites-moi en commentaire quelle histoire philosophique vous aimeriez entendre lors de mes prochaines vidéos. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette méditation philosophique. Il était une fois, au cœur des montagnes tibétaines, un moine nommé Tenzin qui découvrit dans la solitude ce que des siècles de philosophie avaient tenté d'expliquer. Chaque matin, avant l'aube, il s'asseyait face au vide immense de la vallée et contemplait cette question éternelle. Sommes-nous faits pour être seuls ou pour être ensemble? La solitude, cette compagne si redoutée par certains, si chérie par d'autres, révèle ses secrets seulement à ceux qui osent l'embrasser pleinement. Dans les écrits d'Aristote, nous découvrons déjà cette vérité profonde. L'homme qui peut vivre seul est soit une bête, soit un dieu. Cette phrase, prononcée il y a plus de 2000 ans, résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs modernes, perdus entre connexion numérique et isolement urbain. Tenzin comprenait cela intuitivement. Loin des bruits du monde, dans le silence de sa cellule monastique, il avait appris que la solitude n'est pas l'absence des autres, mais la présence totale à soi-même. Cette découverte, Socrate l'avait déjà faite dans les rues d'Athènes. Connais-toi toi-même, inscrit sur le temple de Delphes, devient possible seulement quand nous acceptons de nous retrouver face à notre propre essence, dépouillés de tous les masques que nous portons en société. Mais qu'est-ce que la solitude véritable? Ce n'est pas cette solitude subie, douloureuse, qui frappe l'individu isolé dans sa chambre, entouré de murs qui semblent se rapprocher chaque jour davantage. Non. La solitude philosophique est un choix, une décision consciente de s'extraire temporairement du flot incessant des interactions humaines pour plonger dans les profondeurs de son être intérieur. Épicure, dans son jardin d'Athènes, enseignait déjà cette sagesse à ses disciples. Il ne s'agissait pas de fuir le monde, mais de créer un espace sacré où l'âme peut respirer, se déployer, découvrir ses véritables désirs et aspirations. Dans cette solitude choisie, nous apprenons à distinguer nos pensées authentiques de celles que la société a implantées en nous. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, observateur minutieux de la condition humaine, comparait les hommes à des porcs épics par une froide journée d'hiver. Ils se rapprochent pour se réchauffer mutuellement, mais leur piquant les blesse. Alors ils s'éloignent, mais le froid les fait à nouveau souffrir. Ainsi oscillent-ils entre le besoin de proximité et la nécessité de distance, cherchant cette position parfaite où ils peuvent partager leur chaleur sans se blesser. Cette métaphore révèle la complexité de nos relations humaines et l'importance de ces moments de retraite solitaire où nous pouvons penser nos blessures, comprendre nos réactions et revenir vers les autres avec plus de sagesse et de compassion. Dans la solitude, nous apprenons à être de meilleurs compagnons. Tenzin avait découvert cette vérité par lui-même. Après des années de méditation silencieuse,
Il réalisait que plus il s'enfonçait dans la solitude, plus il se sentait connecté à l'humanité tout entière. Ce paradoxe que les maîtres spirituels de toute tradition ont expérimenté révèle une loi profonde de l'existence. C'est en nous connaissant pleinement que nous pouvons vraiment rencontrer l'autre. La philosophe française Simone Weil, dans ses réflexions sur l'attention et la prière, expliquait que la solitude authentique nous enseigne l'art de l'attention pure. Quand nous cessons de fuir dans le bruit et l'agitation, quand nous acceptons de nous asseoir avec nous-mêmes, nous développons cette capacité précieuse d'être pleinement présents. Cette présence, cultivée dans la solitude, devient ensuite un don que nous offrons à chaque personne que nous rencontrons. L'écrivain américain Henry David Thoreau, installé dans sa cabane près de l'étang de Walden, vécut cette expérience de manière radicale. Pendant 2 ans, il choisit de vivre seul dans la nature, non pas par misanthropie, mais pour découvrir l'essentiel de l'existence humaine. Il écrivait « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi sociable que la solitude ». Cette phrase, apparemment contradictoire, révèle une vérité profonde sur la nature de la vraie compagnie. Dans sa solitude volontaire, Thoreau découvrit que nous portons en nous une société intérieure, peuplée de nos pensées, de nos souvenirs, de nos rêves et de nos aspirations. Cette société intérieure, souvent négligée dans le tumulte de la vie sociale, contient des trésors de sagesse et de créativité. C'est elle qui nourrit notre capacité d'empathie, notre compréhension du monde, notre aptitude à créer et à aimer authentiquement. Mais cette société intérieure ne peut s'épanouir que dans le silence et la tranquillité. Comme une plante délicate qui a besoin d'ombrage pour croître, notre moi profond nécessite des moments de retraite pour se développer. C'est pourquoi tous les grands penseurs, de Platon à Einstein, ont valorisé ces périodes de solitude créatrice. Le philosophe français Gaston Bachelard, dans ses méditations sur l'espace et la rêverie, expliquait que la solitude nous permet d'habiter pleinement notre intériorité. Nous devenons les architectes de notre monde intérieur. Nous apprenons à aménager notre paysage mental, à cultiver nos jardins secrets. Cette capacité d'habitation intérieure nous rend moins dépendants des validations extérieures et plus capables d'offrir une présence authentique aux autres. Tenzin, dans sa cellule monastique, avait développé cette capacité au plus haut degré. Il pouvait passer des heures entières en silence, non pas dans l'ennui ou la tristesse, mais dans une forme de dialogue intérieur, riche et nourrissant. Il conversait avec les sages du passé, explorait les recoins de sa propre psyché, contemplait les mystères de l'existence. Cette solitude habitée, cette solitude peuplée de présences spirituelles et intellectuelles, constitue l'une des formes les plus élevées de la sociabilité humaine. Car nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous portons en nous l'héritage de tous ceux qui nous ont précédés, les leçons de tous ceux qui nous ont enseignés, l'amour de tous ceux qui nous ont aimés. Le poète allemand Rainer Maria Rilke, dans ses Lettres à un jeune poète, conseillait à son correspondant d'apprendre à aimer sa solitude et à supporter avec patience la douleur qu'elle peut parfois apporter. Il expliquait que cette douleur n'est que le symptôme de notre croissance intérieure, comme les douleurs de croissance chez l'enfant qui grandit. Dans la solitude, nous apprenons à distinguer entre l'être et le paraître,
entre nos désirs authentiques et ceux que la société nous impose. Cette clarification intérieure est essentielle pour établir des relations humaines authentiques. Comment pourrions-nous offrir notre vraie nature aux autres si nous ne la connaissons pas nous-mêmes? Le philosophe danois Søren Kierkegaard, considéré comme le père de l'existentialisme, a vécu cette exploration de la solitude de manière particulièrement intense. Il comprenait que devenir soi-même est l'œuvre de toute une vie, et que cette œuvre ne peut s'accomplir que dans moments de retrait du monde. L'angoisse et le vertige de la liberté, écrivait-il, reconnaissant que la solitude peut être difficile, car elle nous confronte à notre liberté fondamentale de choisir qui nous voulons être. Mais cette liberté, même vertigineuse, est aussi notre plus grand privilège. Dans la solitude, nous devenons les auteurs de notre propre existence. Nous écrivons notre histoire intérieure avec une plume trempée dans l'encre de l'authenticité. Cet authorship de soi nous permet ensuite d'entrer en relation avec les autres, non pas comme des mendiants d'affection, mais comme des êtres accomplis capables de donner et de recevoir librement. Tenzin avait observé que les personnes qui fuyaient constamment la solitude étaient souvent celles qui avaient le plus de difficultés dans leurs relations. Elles cherchaient chez les autres ce qu'elles n'avaient pas trouvé en elles-mêmes, un sens à leur existence, une validation de leurs valeurs, une réponse à leurs questions existentielles. Cette quête effrénée de l'autre transformait leurs relations en rapports de dépendance plutôt qu'en véritables rencontres. À l'inverse, ceux qui avaient appris à savourer leur solitude, qui avaient développé une relation riche avec leur moi intérieur, approchaient les relations humaines avec une toute autre qualité de présence. Ils n'avaient pas besoin de l'autre pour exister. Ils choisissaient l'autre par amour plutôt que par nécessité. Cette distinction, subtile mais fondamentale, transforme complètement la nature de nos liens humains. La connexion authentique naît ainsi du paradoxe de la solitude assumée. Plus nous sommes capables de nous suffire à nous-mêmes, plus nous devenons capables d'offrir aux autres une relation libre et généreuse. Cette loi, que les mystiques de toute tradition ont découverte, révèle que l'amour véritable ne naît jamais du manque, mais de la plénitude. Le philosophe Martin Buber, dans son œuvre majeure « Je et tu », distinguait deux modes fondamentaux de relation. La relation « je-cela » et la relation « je-tu ». La première traite l'autre comme un objet, un moyen d'obtenir quelque chose. La seconde reconnaît l'autre comme un sujet, un mystère vivant digne de respect et d'attention. Cette seconde forme de relation ne peut naître que chez celui qui a d'abord établi une relation authentique avec lui-même. Dans la solitude, nous apprenons à nous traiter nous-mêmes comme un tu plutôt que comme un cela. Nous découvrons que nous sommes un mystère même pour nous-mêmes, que notre intériorité recèle des profondeurs insoupçonnées. Cette découverte émerveillée de notre propre complexité nous rend plus humbles et plus ouverts au mystère des autres. Tenzin avait fait cette expérience de manière particulièrement frappante lors d'une retraite silencieuse qui dura plusieurs mois. Au début, le silence lui pesait. Il avait l'impression d'être coupé du monde, privé de la richesse des échanges humains. Mais progressivement, il découvrit que ce silence extérieur révélait une symphonie intérieure d'une richesse insoupçonnée. Il entendait les voix de sa conscience, les murmures de son intuition,
les champs de sa créativité. Il découvrait en lui des paysages mentaux d'une beauté saisissante, des jardins de pensée qu'il n'avait jamais explorés. Cette découverte lui apprit que nous portons en nous des continents entiers d'expérience et de sagesse que nous négligeons dans l'agitation de la vie sociale. Le neuropsychologue contemporain Antonio Damasio a montré par ses recherches que la conscience de soi, cette capacité à se percevoir comme un être distinct et cohérent, est le fondement de toute empathie véritable. Pour comprendre ce que ressent l'autre, nous devons d'abord être capables de comprendre nos propres états intérieurs. Cette compréhension de soi s'affine et s'approfondit dans les moments de solitude attentive. Lorsque nous prenons le temps de nous observer sans jugement, d'accueillir nos émotions sans les rejeter, de contempler nos pensées sans nous y identifier complètement, nous développons cette intelligence émotionnelle qui nous permet ensuite de naviguer avec finesse dans les relations humaines. Nous apprenons à reconnaître chez les autres les signes que nous avons d'abord appris à décrypter en nous-mêmes. Cette éducation sentimentale par la solitude transforme notre façon d'être avec les autres. Nous devenons moins réactifs, plus patients, plus capables d'écouter vraiment. Nous cessons de projeter nos propres blessures sur les comportements d'autrui et développons cette qualité rare qu'est la présence compatissante. Le moine vietnamien Thich Nhat Hanh enseignait que si tu veux prendre soin de quelqu'un d'autre, tu dois d'abord apprendre à prendre soin de toi-même. Cette prise en charge de soi ne relève pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité. En cultivant notre propre paix intérieure, nous devenons capables d'offrir cette paix aux autres. En guérissant nos propres blessures, nous développons la sagesse nécessaire pour aider les autres dans leur processus de guérison. Tenzin comprenait cela profondément. Plus il passait de temps seul avec lui-même, plus il sentait grandir en lui une compassion universelle. Il réalisait que les souffrances qu'il découvrait en lui-même dans la solitude étaient les mêmes que celles que portaient tous les êtres humains. Cette reconnaissance de notre humanité commune, née de l'exploration solitaire de notre propre humanité, constitue le fondement de la véritable fraternité. La solitude nous enseigne ainsi que nous ne sommes pas séparés les uns des autres par nos différences, mais unis par notre condition commune. Nous partageons tous les mêmes peurs fondamentales, les mêmes espoirs profonds, les mêmes questionnements existentiels. Cette découverte, qui ne peut se faire que dans l'intimité de notre dialogue intérieur, transforme notre regard sur l'humanité. Nous cessons de voir les autres comme des étrangers menaçants ou comme des ressources à exploiter. Et nous commençons à les percevoir comme des compagnons de voyage sur le chemin parfois difficile de l'existence humaine. Cette transformation du regard, cette révolution de la perception, est peut-être le plus beau fruit de la pratique de la solitude. L'art de la connexion véritable commence donc par cette reconnaissance mutuelle de notre humanité partagée. Quand deux personnes qui ont chacune exploré les profondeurs de leur solitude se rencontrent, il se passe quelque chose de magique. Elles n'ont pas besoin de masques ou de stratégies. Elles peuvent se rencontrer dans l'authenticité de leur être. Cette rencontre authentique, que le philosophe Emmanuel Lévinas appelait la rencontre du visage de l'autre, ne peut avoir lieu que si nous avons d'abord appris à habiter notre propre visage.
à accepter notre propre regard dans le miroir de la solitude. Car comment pourrions-nous accueillir le mystère de l'autre si nous fuyions encore notre propre mystère? Tenzin avait observé cette transformation chez les visiteurs qui venaient parfois au monastère. Ceux qui arrivaient agités, fuyant leurs problèmes ou leurs responsabilités, restaient souvent à la surface des échanges. Ils parlaient beaucoup mais communiquaient peu. Ils étaient présents physiquement mais absents spirituellement. En revanche, ceux qui venaient chercher dans le silence monastique un approfondissement de leur relation à eux-mêmes développaient rapidement une capacité de présence qui transformait toutes leurs interactions. Ils écoutaient avec tout leur être. Ils parlaient depuis leur centre. Ils offraient cette qualité d'attention que seuls possèdent ceux qui ont appris à s'accorder cette même attention. Le psychologue Carl Jung, explorateur infatigable de l'âme humaine, avait découvert que l'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, nécessite des périodes de solitude créatrice. Dans ces moments de retrait, nous intégrons les différentes parties de notre personnalité. Nous réconcilions nos contradictions internes. Nous donnons naissance à notre moi authentique. Cette naissance à soi-même est un processus long et parfois douloureux, mais elle est indispensable pour établir des relations matures. Car tant que nous n'avons pas fait la paix avec nos propres conflits intérieurs, nous risquons de reproduire ces conflits dans nos relations avec les autres. Nous projetons sur eux nos peurs non résolues, nos désirs non assumés, nos parties de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. La solitude nous offre l'espace nécessaire pour ce travail d'intégration psychologique. Dans le silence de notre intimité, nous pouvons accueillir toutes les facettes de notre personnalité sans être jugés par le regard d'autrui. Nous pouvons explorer nos zones d'ombre, reconnaître nos talents cachés, accepter notre complexité fondamentale. Cette acceptation de notre propre complexité nous rend plus tolérants à la complexité des autres. Nous cessons d'attendre d'eux qu'ils soient simples et prévisibles. Nous acceptons leurs contradictions comme nous avons appris à accepter les nôtres. Cette tolérance à l'ambiguïté humaine enrichit considérablement nos relations. Le philosophe Gabriel Marcel distinguait l'avoir et l'être dans nos relations humaines. Quand nous approchons les autres dans un mode d'avoir, nous cherchons à les posséder, à les contrôler, à les utiliser pour combler nos propres manques. Quand nous les approchons dans un mode d'être, nous cherchons simplement à exister ensemble, à partager notre humanité, à créer ensemble quelque chose de plus grand que nos individualités séparées. Cette distinction cruciale ne peut s'apprendre que dans l'expérience de la solitude, où nous découvrons la différence entre avoir des pensées et être présent à nos pensées, entre avoir des émotions et être conscient de nos émotions. Cette éducation de l'être, cette formation à la présence, transforme ensuite toutes nos relations en opportunités de co-création plutôt qu'en rapport de force ou de dépendance. Tenzin avait développé cette qualité d'être au plus haut degré. Quand quelqu'un venait lui parler, il ne cherchait pas à impressionner par son savoir ou à convaincre par ses arguments. Il offrait simplement sa présence totale, cette qualité d'attention qui permet à l'autre de se révéler à lui-même dans le miroir d'une écoute sans jugement. Cette présence thérapeutique, cette capacité d'offrir un espace d'accueil inconditionnel, constitue peut-être le plus beau don que puisse faire un être humain à un autre.
et ce don ne peut s'offrir que par celui qui a d'abord appris à s'offrir cet espace à lui-même dans la solitude de sa propre compagnie. La modernité a créé un paradoxe troublant. Nous n'avons jamais été aussi connectés techniquement et pourtant jamais aussi isolés spirituellement. Nos téléphones nous permettent de communiquer instantanément avec des personnes aux quatre coins du monde, mais nous avons perdu l'art de la conversation avec nous-mêmes. Nous collectionnons les amis sur les réseaux sociaux, mais nous fuyons la solitude comme une maladie contagieuse. Cette fuite de la solitude moderne a des conséquences profondes sur la qualité de nos relations. Quand nous ne supportons pas notre propre compagnie, nous devenons dépendants de la validation constante des autres. Nous créons des relations d'urgence plutôt que des relations de profondeur. Nous privilégions la quantité d'interactions sur leur qualité. Le philosophe Byung-Chul Han, observateur critique de notre époque, parle de la fatigue d'être soi qui caractérise l'homme contemporain. Submergés par le flot constant d'informations et de sollicitations, nous perdons contact avec notre centre, avec cette voix intérieure qui pourrait nous guider dans le labyrinthe de l'existence moderne. Tenzin, observant le monde depuis sa retraite montagnarde, percevait cette détresse de l'humanité contemporaine. Il voyait des êtres humains courir dans tous les sens, s'agiter constamment, chercher à l'extérieur ce qu'ils ne trouvaient plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Cette course effrénée vers l'autre, paradoxalement, les éloignait de la véritable rencontre. Car la vraie rencontre demande du temps, de la patience, de la présence. Elle ne peut avoir lieu dans l'urgence et l'agitation. Elle nécessite cette qualité d'attention que seule peut cultiver une pratique régulière de la solitude. Quand nous prenons l'habitude de nous arrêter, de faire silence, de revenir à nous-mêmes, nous développons cette capacité d'arrêt qui nous permet ensuite de vraiment rencontrer l'autre. La neurobiologie moderne confirme ce que les sages avaient intuitivement compris. Notre cerveau a besoin de moments de repos, de silence, pour intégrer les expériences et créer du sens. Ces moments, que les scientifiques appellent le mode par défaut du cerveau, correspondent exactement à ces états contemplatifs que favorise la solitude. Dans ces instants de rêverie apparente, notre esprit effectue un travail créatif essentiel. Il tisse des liens entre nos différentes expériences, il consolide nos souvenirs, il génère de nouvelles idées. Cette créativité spontanée, cette capacité d'innovation, ne peut émerger que dans le calme et la tranquillité, loin du bruit et de l'agitation du monde social. Mais cette solitude créatrice ne doit pas être confondue avec l'isolement destructeur. La solitude choisie enrichit notre capacité de relation. L'isolement subi l'appauvrit. La première nous connecte à notre essence profonde et, par là, à l'essence de l'humanité. Le second nous coupe de nous-mêmes et, par conséquent, des autres. Cette distinction essentielle nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes trouvent dans la solitude une source de joie et d'inspiration, tandis que d'autres y trouvent seulement angoisse et désespoir. Tout dépend de l'attitude avec laquelle nous abordons ces moments de solitude. Les approchons-nous comme une punition ou comme un cadeau? Les vivons-nous comme un vide à combler ou comme un espace à habiter? Tenzin enseignait souvent cette différence fondamentale à ceux qui venaient chercher ses conseils.
il leur expliquait que la solitude n'est pas un état que nous subissons, mais une pratique que nous cultivons. Comme toute pratique, elle demande de la patience, de la persévérance et surtout beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes. Au début, il est normal de ressentir une forme d'inconfort dans la solitude. Nous sommes habitués au bruit, à l'agitation, à la stimulation constante. Le silence peut nous paraître oppressant. L'absence d'activité peut générer de l'anxiété. Mais si nous persistons avec douceur, si nous accueillons ces résistances sans les juger, nous découvrons progressivement les trésors cachés de notre intériorité. Cette découverte progressive de nos richesses intérieures transforme notre relation à la solitude et par conséquent, notre relation aux autres. Nous devenons moins avides de stimulation extérieure, plus capables d'apprécier la simplicité d'une présence partagée. Nous apprenons à savourer ces moments de communion silencieuse qui sont souvent plus nourrissants que bien des conversations superficielles. L'équilibre entre solitude et connexion devient alors un art de vivre, une danse subtile entre le retrait et l'engagement, entre l'introspection et l'ouverture. Comme un musicien qui alterne les notes et les silences pour créer une mélodie, l'être humain épanoui alterne les moments de solitude et les moments de partage pour créer une vie harmonieuse. Cette alternance n'obéit pas à des règles rigides, mais à une écoute fine de nos besoins profonds. Parfois, nous ressentons le besoin de nous retirer pour digérer nos expériences, pour faire le point sur notre parcours, pour retrouver notre centre. D'autres fois, nous aspirons à sortir de nous-mêmes, à rencontrer l'autre, à partager nos découvertes et nos questionnements. Tenzin avait développé cette sensibilité au rythme naturel de l'âme humaine. Il savait reconnaître en lui-même, et chez ceux qui venaient le consulter, ces moments où la solitude devient nécessaire, et ces moments où la connexion redevient urgente. Cette sagesse de l'alternance lui permettait de naviguer avec fluidité entre ces deux pôles de l'existence humaine. Il avait observé que les personnes les plus équilibrées étaient celles qui maîtrisaient cet art de l'alternance. Elles n'étaient ni des ermites perpétuels, ni des papillons sociaux compulsifs. Elles savaient puiser dans la solitude l'énergie nécessaire pour nourrir leurs relations, et elles savaient puiser dans leurs relations l'inspiration nécessaire pour enrichir leur solitude. Cette dynamique créatrice entre solitude et connexion révèle peut-être l'un des secrets les plus profonds de l'épanouissement humain. Nous ne sommes ni des êtres purement sociaux, ni des êtres purement solitaires. Nous sommes des êtres de relation qui ont besoin de solitude pour approfondir leur capacité de relation. Le mystique soufi Jalal ad-Din Rumi exprimait cette vérité dans ses poèmes d'amour divin. Dans votre lumière, j'apprends à aimer. Dans votre beauté, comment écrire des poèmes. Vous dansez dans mon cœur où personne ne vous voit, mais parfois je vois. Et cette vision devient cette danse, cette musique, cette forme. Pour Rumi, la solitude contemplative nourrissait directement sa capacité d'amour et de connexion. Cette sagesse traversa les siècles et se retrouve dans les écrits de penseurs aussi divers que Montaigne, Pascal, ou plus récemment, la philosophe Hannah Arendt. Tous ont compris que la richesse de nos relations humaines dépend directement de la profondeur de notre relation à nous-mêmes. Montaigne, dans ses célèbres Essais,
explorait cette idée avec une lucidité remarquable. Il écrivait « Il faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude. Cette arrière-boutique de l'âme, ce sanctuaire intérieur que nous préservons des regards et des influences extérieures, constitue le fondement de notre autonomie et paradoxalement de notre capacité à nous donner authentiquement aux autres. » Tenzin souriait souvent en pensant à cette image de Montaigne. Dans son monastère, chaque moine avait effectivement sa cellule personnelle, son arrière-boutique spirituelle, où il pouvait cultiver sa relation intime avec lui-même et avec le divin. Mais loin d'être des espaces d'isolement, ces cellules devenaient des sources de rayonnement, des lieux où se préparait la qualité de présence que chaque moine apporterait ensuite à la communauté. Cette observation révèle une loi profonde de l'écologie humaine. Nous avons tous besoin d'un territoire intérieur préservé pour pouvoir ensuite offrir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Quand ce territoire est envahi, pollué par le bruit et l'agitation du monde extérieur, nous perdons contact avec nos ressources profondes et nos relations s'appauvrissent. La pratique régulière de la solitude devient alors une forme d'hygiène mentale et spirituelle, aussi nécessaire à notre équilibre que l'exercice physique l'est à notre santé corporelle. Elle nous permet de faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, entre nos véritables valeurs et les influences passagères de notre environnement social. Dans cette clarification progressive de notre paysage intérieur, nous développons ce que les philosophes appellent l'authenticité. Nous apprenons à distinguer notre voix authentique du brouhaha des voix qui nous entourent. Cette voix authentique, une fois découverte et cultivée dans la solitude, devient ensuite notre contribution unique au concert de l'humanité. Car chaque être humain porte en lui une note particulière, une couleur spécifique de l'expérience humaine. Cette singularité ne peut se révéler que dans le silence de la contemplation solitaire. C'est là que nous découvrons ce que nous seuls pouvons apporter au monde, cette façon unique de voir, de sentir, de comprendre qui constitue notre cadeau à l'humanité. Tenzin avait fait cette découverte de sa propre singularité au cours d'une longue retraite silencieuse. Il avait réalisé que sa façon particulière de contempler les montagnes, d'écouter le vent, de ressentir la présence du divin, était absolument unique. Cette découverte l'avait empli d'une joie profonde et d'un sentiment de responsabilité. Il devait cultiver cette singularité et la partager avec le monde. Cette responsabilité de notre singularité transforme complètement notre approche des relations humaines. Nous cessons de chercher à plaire à tout prix ou à nous conformer aux attentes d'autrui. Nous apprenons à offrir aux autres ce que nous avons de plus précieux, notre authenticité, notre vérité unique, notre façon personnelle d'être humain. Cette offrande de l'authenticité appelle en retour l'authenticité de l'autre. Quand nous osons être vraiment nous-mêmes en présence d'autrui, nous lui donnons la permission d'être vraiment lui-même. Cette autorisation mutuelle à l'authenticité crée des espaces de rencontre d'une richesse extraordinaire, des moments de communion où les masques sociaux tombent et où les âmes se rencontrent directement. Ainsi se dévoile le secret ultime de la philosophie de la solitude et de la connexion. En apprenant à nous aimer seuls, nous développons notre capacité d'aimer ensemble.
En cultivant notre jardin intérieur, nous préparons les plus beaux bouquets à offrir aux autres. En devenant pleinement nous-mêmes, nous devenons capables de rencontrer pleinement l'autre dans sa différence et sa beauté unique.